vous, hein. Vous voulez qu'on commence déjà? Oui. D'accord. Alors, ça va être interactif, hein. Ça va être des cas cliniques. Alors, prière de me répondre quand je pose des questions. Je veux des réponses très rapides. D'accord? D'accord, madame. Vous m'écoutez là? Oui, on vous écoute. Oh, Oui, docteur, on vous entend. Ok. rapidement. Pour que ça avance le cours après, hein. Alors, on va aborder aujourd'hui le traitement des complications du diabète. Comme vous voyez, donc toute complication du diabète, c'est une urgence, quoi. On va voir la complication finalement la plus fréquente, c'est la décompensation acidocétosique du diabète. Ensuite, on va voir le coma hyperosmolaire très rapidement, et puis on va voir très rapidement les hypoglycémies et l'acidose lactique très rapidement. Après, un petit mot sur les complications chroniques du diabète, hein. Alors, on commence par le premier cas clinique. Je vous demande si vous voulez s'il vous plaît, d'être très rapidement réactif, parce que sinon, ça nous permet de gagner beaucoup de temps après, hein. Alors, vous recevez aux urgences mademoiselle Selma, âgée de 26 ans, altération d'état général. Elle est diabétique depuis l'âge de 12 ans, donc traitée par insuline. A priori, c'est quel type de diabète? Aïe, rapidement. Type 1. A priori, c'est quel type de diabète, s'il vous plaît? Diabète de type 1. Type 1, madame. Donc, c'est un diabète depuis l'âge de 12 ans. Depuis quelques jours, il y a des douleurs abdominales et des vomissements. Elle est traitée par antibiotiques pour infection urinaire. On va reprendre après la discussion si vous voulez, hein. D'accord? Alors, elle est fébrile à 39 degrés. La tension artérielle est à 10. Elle est tachycarde à 120 battements par minute. Elle a une respiration ample et rapide, un pli cutané et des cernes périoculaires. Je m'arrête là. Alors, donnez-moi un diagnostic a priori pour cette patiente. Et quand même. Diabétique. Docteur? Madame? Je crois que c'est de connexion. Apparemment, oui. On seul ce diapo-là. الديابو متاع مناول ابارامون بي شكون يبعث لنا الديابو نتاع مناول سيل فو بلي امان والله خيتهم عنده ايه ما عرفش ما نكونش في موجود على الموديل يا جماعه ديابو عمناول، اما راهو اسم البروفايل ديفيرون. بي نحكيو معاه منى في لا انا عندي ديابو تاع مناول مكتوب عليه دكتور منى جوست بالليل شكون يجي يبعثونا سيل فو بلي عطشان وانا نعاودو نقولوا لها على ديابو. واش مدام مدام مش فينا ايوه لا jeune. Non, on n'a pas d'argument. On a la شوفوا la jeune et puis le traitement par insuline. Le diabétique type 1 qui décompense le plus, voilà, il est sous insuline, donc dès le départ. Et puis, on n'a pas d'idée sur les anticorps, c'est vrai, mais il faut savoir qu'a priori, c'est un diabète type 1, d'après son histoire. D'accord? Donc, ce qu'il fallait répondre, c'est qu'un diabète type 1
décompensé sous le mode acidocétosique ou cétosique. Et pourquoi? علاش acidocétosique ou cétosique tout court? Car la respiration. Très bien. Parce que la patiente est dyspnéique, donc il y a une dyspnée. Alors, quel serait le facteur déclenchant? L'infection urinaire. A priori, un problème d'infection urinaire. Donc, alors, ce qu'il fallait répondre, c'est que c'était un diabète acidocétosique, décompensé, c'est un diabète type 1 décompensé sous le mode acidocétosique chez une patiente âgée de 26 ans, connue diabétique, a priori un diabète donc insulinopénique, donc diabète type 1. Et puis, le facteur favorisant, c'est une infection urinaire a priori. Surtout, donc, c'est à partir de la clinique qu'on fait quand même on peut être très orienté juste par la clinique. D'accord, d'où? C'est clair? Oui. Oui. Oui, madame. Alors, là, elle est fébrile, elle a on va revenir sur l'état hémodynamique et tout. Donc, qu'est-ce que vous allez demander? Là, imaginez que vous êtes à la salle d'urgence, médecin de salle d'urgence, et que vous recevez une telle patiente. Vous la trouvez fébrile, la tension, elle est à 10, elle est tachycardie est ample, avec donc un pli cutané des cernes périoculaires qui sont des signes de déshydratation. On va revenir là-dessus. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez demander en urgence? Glycémie au doigt. Rapidement, s'il vous plaît. Urinaire. Glycémie, acide. Docteur, اسمعينا. Madame, Docteur. في يا جماعة دي با مني ولا قهوة. عندنا في الفيزا تبقى مني ولا قهوة. Ouais, bon. Il y a un problème de connexion là, a priori. Hein? Oui. Bien, ok. D'accord. Donc, je vais désactiver là. Alors, on va continuer. Donc, qu'est-ce que vous allez demander en urgence là? Glycémie au doigt. Glycémie au doigt et bandette urinaire. C'est le premier réflexe. KO. Devant une acidose. Très bien. Oui ou non? Qui rajoute autre chose? KO. Gaz. Voilà, parce que vous avez a priori un état d'hypovolémie, il faut évaluer la fonction rénale. C'est très important ça. Gaz de sang, très bien, ou au moins une bicarbolatémie, au moins un AC 3 mois. Alors voilà, vous allez demander une glycémie, elle est à 21 millimoles. Donc là, les protides, pourquoi? Pour voir s'il y a un état d'hémoconcentration. La fonction rénale, voilà, comme vous voyez très bien, c'est une insuffisance rénale, mais a priori, elle est fonctionnelle. Et vous avez donc la NFS. Pourquoi vous ne l'avez pas demandé de NFS? À double objectif, l'NFS, parce que vous avez d'une part et d'autre part un état d'hypovolémie. Donc, on s'attend à ce qu'on ait un état d'hémoconcentration. Hein. D'accord? Donc, calémie 3,9 et puis la bicarbolatémie à 9 millimoles et puis vous avez donc glycosurie 3 croix et astomérie 3 croix. Alors, s'il vous plaît, il faut, alors je vous demande d'interpréter ce bilan hein, là. Bon, il y a une question, quel est l'objectif de la NFS? Qui peut répondre là? Pourquoi on demande une NFS? C'est systématique, évidemment, dans ce cas-là. Allez. Très bien. Donc, surtout, vous avez donc un problème d'infection urinaire. Hein, probable. Donc, problème infectieux. Il faut demander la NFS. Elle a un double objectif.
d'une part, la recherche d'une infection, la confirmation d'hyperleucocytose, par exemple. Et est-ce qu'une acidocétose diabétique sans facteur déclenchant qui pourrait survenir chez un diabétique type 1, évidemment, on peut avoir une hyperleucocytose, oui ou non, en dehors de l'infection? Oui. Bien sûr que oui. Donc, l'hyperleucocytose peut exister même en dehors d'une infection. Et surtout, on recherche l'hémoconcentration, hémoglobine. Donc, on va revenir un par un. Ne vous en faites pas là. Hein. Alors, quel diagnostic évoquez-vous? Bien sûr, c'est l'acidose diabétique. Alors, confirmé chez cette patiente, puisque c'est un état d'urgence, puisque vous avez donc 2,5, au-delà de 2,5 grammes, vous avez des corps cétoniques dans les urines, et puis vous avez l'acidose métabolique attestée par un taux de bicard inférieur à 15 millimoles par litre. D'accord? Je rappelle que les diabétiques type 1, donc volontiers font des compensations acétostasiques plus que les diabétiques 2. Et donc le diabète type 1 pensé spontanément, comme il peut décompenser suite à un facteur donc déclenchant. D'accord? Sinon, le diabète type 2, quasiment toujours, vous avez un facteur déclenchant dans le diabète type 2. Ce n'est pas comme le diabète type 1. Pourquoi le diabète type 1 se complique-t-il volontiers plus fréquemment que le diabète type 2? Pourquoi? À cause de l'insulinopénie. À cause de l'insulinopénie, bien sûr, qui est défectueuse, qui est très importante pour le diabète type 1. Et lorsque vous avez une infection, vous avez donc la carence insulinique devient, le mot-clé, c'est la carence insulinique devient profonde. Et on n'a pas de formation de corps cétonique si la carence insulinique n'est pas profonde. Il faut souligner le mot profond. La profondeur de la carence insulinique est très importante pour déclencher la voie de la cétogénèse, puisque le cycle de Krebs, certainement, vous savez ça, vous avez vu ça dans le cours de 4e année, dans le cours de diabète, que vous avez donc la voie d'acétogénèse puisque le cycle de Krebs est bloqué. Dans ce cas-là, en cas de carence insulinique profonde, donc le rapport insuline sur glucagon sera diminué et il y aura une hyperglucagonémie réactionnelle. Et donc, le rapport insuline sur glucagon diminué, c'est que le cycle de Krebs est bloqué. Et c'est par ce biais-là que il y aura déclenchement de la voie d'anérobiose et déclenchement de la voie de la cétogénèse. C'est comme ça qu'on va avoir des corps cétoniques en cas de diabète 1 ou diabète type 2, lorsqu'on a une augmentation des besoins d'insuline, lorsqu'il y a un sepsis, un infarctus du myocarde, un traumatisme. Donc, tous les facteurs de stress augmentent les besoins en insuline, le diabète type 1 ou volonté dans le diabète type 2 aussi. D'accord? Associé à ça, on peut avoir aussi chez les diabétiques type 1 qui sont traités par insuline, le fait d'avoir des patients tout le temps déséquilibrés parce que la dose d'insuline n'est pas suffisante, donc la diminution des apports en insuline, alors que le patient a besoin d'une plus forte dose, à certains moments, lorsque le patient arrête le traitement par insuline, vous savez très bien que le diabétique type 1 dépend de l'insulinothérapie et donc il a automatiquement, à l'arrêt de l'insulinothérapie, on peut avoir une décompensation acidostasique. Là, c'est une physiopathologie très succincte. La carence insulinique, mais je rajoute qu'elle devrait être profonde pour déclencher la voie de la cétogénèse et la voie de l'acidose. D'accord? Associé, alors, qui dit carence insulinique dit défaut de rentrée de glucose en intracellulaire. Donc, le glucose va rester à l'extérieur donc, de la cellule. Il y aura une hyperglycémie, une hyperglucosurie et donc une diurèse osmotique et donc une hypovolémie et une déshydratation. Et en contrepartie aussi, parallèlement, vous avez les hormones de contre-régulation qui sont déclenchées. Pourquoi? Parce que le glucose ne rentre pas dans la cellule. Et donc, il y aura déclenchement des hormones de contre-régulation, le glucagon, entre autres, les catécholamines, qui vont entretenir cette hyperglycémie. Donc, c'est un cercle vicieux. Alors, du coup, à partir de la physiopathologie, vous pouvez avoir donc, vous avez la clinique ici, l'hyperglycémie, donc l'exagération des signes cardinaux du diabète, avec donc un état d'hypovolémie d'insuffisance rénale, choses qui sont présentes chez notre patiente. Et puis, vous avez les corps cétoniques et vous avez l'acidose et
donc attesté par un taux d'HC3 moins qui est bas. Hein. Alors, du coup, je vais le lancer dès maintenant. À partir de là, vous pouvez avoir l'impact thérapeutique parce qu'il suffit, ce patient particulier, de traiter cette carence insulinique. Donc, on va donner et de l'insuline et un apport hydrique important, restaurer la volémie. Et puis, il ne faut pas donc oublier que ce cercle vicieux, chez cette patiente en particulier, il est déclenché par quoi? Par un facteur déclenchant infectieux. Donc, il faut à tous les coups corriger le facteur donc, infectieux par une antibiothérapie adaptée. Ça va, ça va. D'accord, Joe? Donc, le premier bilan, vous l'avez bien dit. Donc, le CBU, le CG, etc. Le CG, donc, on va revenir, c'est obligatoire le CG, l'électrocardiogramme. Vous ne m'avez pas dit qu'il faut demander le CG. Pourquoi demande-t-on un CG chez cette patiente en particulier ou là, au cours d'acidocétose de façon générale? Pourquoi? Là, l'ADM à l'âge de 12 ans. Un IDM à l'âge de 12 ans. Femme une dyskaliémie. Très bien. Alors, là, un mot-clé que je vraiment, j'insiste là-dessus, il y a le risque d'hypocalémie. Et c'est un facteur de gravité. Pourquoi c'est un facteur de gravité? Les troubles du rythme cardiaque. Est-ce que vous pouvez me dire là? Par les troubles du rythme cardiaque. Oui, allez, l'hypocalémie, elle peut être génératrice, c'est vrai. Hein? Terme un allongement du QT et un risque de torsade de Elle pointe. est génératrice de troubles de rythme cardiaque, c'est pour ça que la cardiovasculaire, même la cardiaque, et parfois, donc, il y a des patients qu'on a perdus hein, par une erreur thérapeutique. Donc, si on ne va pas corriger l'alcoolémie, ça, c'est une gravité, je dirais, majeure dans la cétocétose diabétique. Sinon, donc, on risque d'avoir donc, des complications cardiaques très importantes. Alors, pourquoi il y aurait des diabète? Parce que ce sont les facteurs qui participent donc Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter car la connexion était instable. Docteur? Madame, particulièrement dans l'acidocétose diabétique. Madame? يا جماعة يا أخي كان أنا الكونكسيون عندي سبب لا قصة لا كنا عن هي من عندها هي فما وسيم خلينا انت تحبوا نحكيو معاه قبل ما نجي نشي إنه أدخل سيونس على خاطر بالحق هكا ياسر تضيع وقت. إيه باش تقعد ديما تقص بالحق ديجا أنا ما نجم معناها براتيكمون ما حد شي ما فهمت. كي حلت هي قصة كانت مريقدة كي سكرت الكاميرا. إيه تو شنو الحل؟ نعملوا كونكت نتاع توازنية. هاي جيت يا مدام. مدام دكتور توا سي بون رجعت الكونيكسيون ما سمعناكش ملي بدينا نحكيو على لي كومبليكاسيون في ليبوكاليمي وسي بوسيبل خلي معناتها مريض الكاميرا باش ما تعاودش تطيح الكونيكسيون حتى بالحق متابع على الاخر. Ok. Alors, donc, je ne vais plus remettre la vidéo. Ça, c'était un réflexe, là. Donc, on va essayer donc, son vidéo. J'espère que ça va marcher, là. Bien. Alors, on est arrivé à l'hypocalémie. Alors, les complications d'hypocalémie, c'est d'ordre cardiovasculaire. Les complications cardiovasculaires peuvent être très graves. Et on a perdu, je vous assure, on a perdu des malades à cause de la dyskalémie. Donc, alors, ma question est la suivante. Quelles sont les causes d'hypoglycémie au cours de l'acidocétose diabétique? D'hypoglycémie? D'hypocalémie. Ou hypoglycémie. Insulinopénie,
Là, c'est le piège là, hein. C'est une question piège là. Alors, est-ce que la correction rapide, la correction rapide. J'ai voulu insister sur le fait de la carence insulinique. Est-ce que vraiment la carence insulinique pourrait avoir un impact sur la calémie? Qu'est-ce qui fait l'insuline? C'est vrai. Donc, l'insuline fait rentrer le glucose et le potassium en intracellulaire. Donc, il n'y a pas de relation directe. On va voir l'impact là. Donc, ce n'est pas la carence insulinique. Alors, quelles sont les causes? Alors, je commence par voir. Les corps cétoniques, ce sont quoi finalement? Ce sont des anions chargés négativement. Et donc, en étant éliminés par les urines, ils vont amener avec eux le sodium et le potassium. Et donc, du coup, quand vous avez des corps cétoniques dans les urines, vous avez automatiquement une perte de sodium et de potassium. Ça, c'est une chose. Donc, notre patiente, si je me rappelle bien, elle avait des troubles digestifs. Généralement, dans l'acidocétose diabétique, on a des troubles digestifs, des nausées, des vomissements, des diarrhées, même en dehors d'une cause digestive. L'acidocétose en elle-même peut créer des troubles digestifs, donc une perte digestive. S'il y a des vomissements, automatiquement, ou une diarrhée, il y a des pertes digestives. Alors, la troisième cause, c'est l'hypovolémie. Parce que notre patiente est en hypovolémie, elle est déshydratée, vous avez une perte hydrique importante. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on va voir lorsqu'on a une hypovolémie? La conséquence, c'est quoi? Activation du système rénine-angiotensine. Très bien. Donc, certainement, vous l'avez vu l'année dernière, c'est un hyperaldo sans hypertension artérielle, c'est-à-dire que toute cause d'hypovolémie va stimuler le système rénine-angiotensine, donc l'hyperaldostéronisme secondaire et donc une source d'hypocalémie. D'accord, Joe? Voilà, donc l'élément de gravité, ça, j'ai voulu insister, c'est l'hypocalémie, la dyscalémie, en particulier l'hypocalémie. D'accord? Et vous avez aussi l'acidose, lorsqu'elle est très sévère, c'est une source de détresse respiratoire importante. Et même, il y a une détresse respiratoire qui peut nécessiter même l'hospitalisation dans un service de réanimation. L'hypovolémie, lorsqu'elle est importante, et les troubles de la conscience. Il faut se méfier des troubles de la conscience et des vomissements, bien sûr, incoercibles. Ça risque la déshydratation. Alors, quels sont les traitements à mettre en route? 4 piliers du traitement, essentiellement. Deux grands volets tout d'abord. Le volet du traitement curatif et le volet du traitement préventif. Alors, le traitement préventif, on va le voir ultérieurement. Le traitement curatif, il sert tout d'abord à gérer la carence en insuline, à corriger l'état de déshydratation, à corriger les troubles ioniques qui sont associés au corps, à l'élimination urinaire des corps cétoniques, donc le sodium et le potassium. Donc, il faut passer obligatoirement le sodium et le potassium, corriger l'acidose et traiter le facteur déclenchant. Ça, c'est obligatoire. Ben, donc, moi, je veux revenir à notre patiente. Avant de mettre en route un traitement, que j'insiste là-dessus, il faut qu'il soit urgent, en extrême urgence. Il faut en aucun cas retarder la prise en charge thérapeutique de l'acidocétose diabétique pour demander un bilan. Vous demandez le bilan à T0, mais à T0 aussi, vous devez démarrer votre insulinothérapie, démarrer votre réhydratation. Il ne faut pas donc avoir du retard dans la prise en charge. Le risque, c'est un collapsus donc, cardiovasculaire, un état de choc hypovolémique, le risque d'une hypocalémie grave. Il y a beaucoup de risques donc, qui engagent le pronostic vital si vous vous attardez à prendre en charge ces patients-là. D'accord? C'est clair? Oui. Alors, c'est pour ça que c'est très important et très rapidement, d'un clin d'œil, un clinicien qui devrait être très avisé doit évaluer l'état d'hydratation et l'état clinique de son patient. Alors, on revient à notre patiente rapidement. Alors, vous avez, voilà l'état clinique. Donc, on va définir. Cette patiente, elle est en insulinopénie. Vous êtes d'accord, hein?
Donc, on est dans une situation de carence insulinique profonde due à un tas d'infections. Cette patiente, elle est fébrile, le facteur déclenchant avec donc, une infection urinaire probable. Donc, on ne doit pas oublier que pour ne pas entretenir le cercle vicieux de la cytocytose, il faut traiter le facteur déclenchant. Ça, on est d'accord. Donc, on va maintenant, l'insulinothérapie, on est d'accord, il faut démarrer. Donc, on va voir le protocole, de corriger la sinopénie, mais pour l'hydratation. Le premier problème, c'est quoi? Et la correction de l'acidose. Donc, ça, c'est les points essentiels de la prise en charge de l'acidocytose diabétique. Alors, là, on doit définir si notre patiente a une déshydratation extra ou intra ou globale. Alors, à votre avis, d'après les éléments clinico-biologiques que vous avez, comment on va classer notre patiente? Déshydratation extracellulaire. Attini, les signes de déshydratation extracellulaire et les signes de déshydratation intracellulaire que présente la patiente. Femme le pli cutané ou les cernes l'extracellulaire. Très bien. Ou l'hypotension, ou la tachycardie. Donc, ça, c'est les signes d'hypovolémie. Hein? Sur le plan biologique, l'extra, mais elle a fait l'extra. Hein? L'insuffisance rénale qui traduit l'hypovolémie et l'état d'hémoconcentration. Les protides et l'hémoglobine, l'hématocrite sont augmentés. Vous êtes d'accord? Oui. Oh, d'accord? Bien. Alors, quels sont maintenant les signes de déshydratation? Donc là, notre patiente est là, le secteur extracellulaire est défectueux chez cette patiente. On est d'accord? Le secteur intracellulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme signe clinique chez cette patiente, par exemple? Bon, l'hyperthermie. Bon, le trouble de la conscience, ça n'a pas été mentionné, donc elle n'a pas de trouble de la conscience. Elle a une hyperthermie. Alors, il faut savoir que l'hyperthermie, là, elle est multifactorielle, ça peut être, mais il n'y a pas de signe spécifique sur le plan intracellulaire. Ça peut être le facteur déclenchant. Alors, regardons la biologie. La biologie, est-ce qu'il y a des stigmates d'anomalies du secteur intracellulaire? Et lequel? Quel est l'élément biologique pathognomonique qui nous dit que vraiment il y a une atteinte du secteur intracellulaire? Natrémie. Très bien, très bien. La natrémie, exactement. C'est la natrémie. Donc, la natrémie, 140. Je crois 140. Je crois qu'on fait la natrémie, elle est normale, elle est augmentée. Donc, s'il y a une déshydratation intracellulaire, la natrémie serait augmentée. مش نعمل الناتريمي كوريجي مش نبقى augmenter. Très bien. Donc, ça, c'est la natrémie observée. 140, a priori, elle paraît être normale. Mais finalement, ce n'est pas ça la réalité. Parce que vous devez corriger selon la valeur de la glycémie. Alors, vous avez 21 millimoles moins 5,5, ça vous fait 15 à peu près. Sur 2, ça fait 7,5. 147,5, c'est la valeur de la natrémie, donc corrigée de notre patiente. Et ça traduit un état de déshydratation intracellulaire parce qu'elle est légèrement augmentée. D'accord? Mouche barcha, mais bon, c'est la limite, c'est au-delà de la limite supérieure. Alors, ça veut dire quoi chez cette patiente? Si on va traîner avec l'évolution de l'acidocétose et on ne va pas prendre en charge la patiente très rapidement, le risque, c'est l'altération du secteur intracellulaire et la déshydratation de donc, elle est au début extracellulaire, puis elle va toucher le secteur intracellulaire, puis elle va être globale si on n'intervient pas à temps. Donc, pour un début de réhydratation, on va commencer par du liquide isotonique ou la hypotonique? Ah? Isotonique? Très bien, isotonique. Donc, puisque c'est le secteur extracellulaire qui est prépondérément atteint par rapport donc, au secteur intracellulaire qui est légèrement touché chez cette patiente. Bon, pour l'acidose, vous avez une HCO3- à 9 millimoles. Alors, la question qui se pose, je reviens à la physiopathologie de l'acidocétose diabétique. Alors, la question qui se pose, est-ce que vous corrigez l'acidose systématiquement pour une acidocétose diabétique? Elle ne va pas se corriger toute seule. Et si, elle va se corriger toute seule, très bien. Donc, en corrigeant la carence insulinique, évidemment, on va inhiber cette lipolyse, donc cette cétogénèse donc, en anaérobiose, et donc on va normalement, l'acidose va suivre, elle va disparaître
petit à petit, elle va se corriger petit à petit. Le problème, c'est quoi chez cette patiente? Il y a des exceptions où on va passer du bicard. Lorsque l'ACO 3 mois est inférieur à 10, surtout, la patiente est symptomatique. Elle est dyspnéique. Elle a la dyspnée de Kussmaul. Je rappelle, c'est une dyspnée qui est calme, qui est où le temps expiratoire et inspiratoire s'équivaut, c'est-à-dire sont équivalents, et le patient va respirer et elle se fait en 4 temps. C'est l'acidose de Kussmaul. Elle n'est pas pathognomonique de l'acidocétose diabétique, rappelez-vous. Par exemple, une acidose au cours d'acidose rénale, c'est le même profil, donc ça va donner l'acidose la dyspnée de Kussmaul, elle traduit l'acidose métabolique en dehors donc, de la cause. Et donc, cette acidose, normalement, elle disparaît ici, parce que dans ce cas particulier de la décompensation cytosique, lorsqu'on corrige la carence insulinique. Une fois que l'acidose est sévère, lorsque l'acide 3 mois est inférieur à 10 ou le pH inférieur à 7, à ce moment-là, on est autorisé à donner des petites quantités, je dis bien des petites quantités de sérum bicarbonaté isotonique. N'importe quel liquide que vous allez passer, il devrait être isotonique au plasma pour ne pas donc créer un mouvement donc hydrique. On va revenir là-dessus. Voilà donc, maintenant on arrive au traitement. On a classé notre patiente. Notre patiente, elle a une acidocétose parce qu'on peut avoir une cétose simple, sans acidose. Et la patiente n'est plus dyspnéique, d'accord? Donc, c'est une acidocétose diabétique déclenchée par une infection urinaire chez une patiente qui a un diabète type 1 et puis avec un état de déshydratation extracellulaire, donc notamment, avec une insuffisance rénale fonctionnelle et avec donc un AC 3 mois inférieur à 9. Mais avant d'avancer, j'ai voulu discuter avec vous la calémie. La calémie, c'est un élément donc, de pronostic. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La calémie à 3,9 qui est à la limite inférieure de la normale. D'accord? Donc, normal entre 3,5 et 4. Est-ce que ça vous va la calémie comme ça? Est-ce qu'elle est normale la calémie dans cette situation donc, métabolique particulière? Je pense que c'est un signe de gravité parce qu'au début, on aura une hypocalémie, puis lorsque la maladie évolue, ça va être normocalémie, puis hypercalémie, je pense. Et on a un QCM très vite fait. Est-ce que vous jugez cette calémie, alors le pool potassique chez cette patiente en particulier, il est modérément altéré, il est normal, modérément altéré ou trop altéré? Trop altéré. Hein? Trop altéré. Trop altéré, oui, je suis d'accord. Pourquoi? Il y a sorti du potassium à partir des cellules. On a une calliopennie. Non, c'est pas ça exactement. Donc la calémie, il y a une hypocalémie toujours dans l'acidocétose, il y a une hypocalémie, mais dans cette situation particulière. Chouf, le sodium, on le juge, on le corrige selon la glycémie. Le potassium, on le corrige selon la C3 moins le pH. Alors donc, on le corrige selon si vous voulez, le profil acido-basique du patient. D'ailleurs, il y a une corrélation donc, entre la diminution du pH et l'augmentation de la calémie. Si on est à un C3 moins à 10, et donc on est en état d'acidose. Normalement, la calémie devrait être comment? Augmentée. Surtout en présence d'une insuffisance rénale. Normalement, elle devrait être augmentée. Dans cette situation, on s'attend à ce que la calémie soit aux alentours de 4,5-5. Or, elle se trouve à la limite inférieure de la normale malgré l'état d'acidose. D'accord? D'ailleurs, la calémie diminue de 0,1, augmente de 0,1 millimol par litre pour une diminution de pH de 0,1. Donc, il y a une relation inverse entre le potassium et le pH. D'accord? Alors, pour cette patiente,
le pool potassique est très sévèrement atteint parce que vous avez d'une part l'acidose qui est sévère et malgré ça, la calémie, elle n'augmente pas, elle reste à la limite inférieure. Et puis, donc, si vous allez s'amuser à donner de l'insuline à T0, l'insulothérapie, sans corriger le potassium, le pool potassique, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Déplétion potassique. Donc, on va avoir justement une déplétion potassique on va démasquer encore. Là, c'est une hypocalémie sévère masquée, hein, masquée par l'état d'acidose. Normalement, elle devrait être à 4,5-5. Tu as 3,9 pour un acétromon à 9, c'est trop bas comme pool potassique, donc il est très défectueux. Alors, si on va donner de l'insuline, sans corriger le potassium, l'insuline fait rentrer le glucose, mais aussi le potassium en intracellulaire, et là, ça va démasquer. Et c'est comme ça qu'on a eu des problèmes lorsque on n'apporte pas suffisamment de potassium pour des patients et on corrige donc l'hydratation et l'insulothérapie sans corriger les troubles ioniques. Ça, c'est très grave. Vous devrez être vraiment attentionné, très vigilant pour l'état de kaliémie chez les patients en acidocétose, s'il vous plaît, toujours. Donc, après 12 heures de réanimation, on se rend compte que la calémie à 1,9 ou la 2, ça, c'est très grave. Pour un patient qui a déjà un problème cardiaque sous-jacent, ça peut être mortel. Et je vous assure, l'année dernière, on a perdu une patiente à la salle d'urgence par 1,6, je pense, minimum de potassium à cause donc de la non-correction adéquate du potassium de façon concomitante. Il ne faut pas avoir peur. Tant que la patiente a une diurèse, évidemment, il faut s'assurer que la patiente a une diurèse suffisante. Vous donnez facilement par flacon, on va le voir, 4 ampoules dans ce cas particulier. Et il faut suivre évidemment la patiente par des ECG donc, de contrôle. Voilà, donc c'est le message que j'ai voulu passer avant donc, de clôturer, avant de passer au traitement. Le traitement, il y a 2 volets, curatif et préventif. Donc le traitement curatif, évidemment, c'est le geste systématique de réanimation lorsque le patient donc, est fatigué et il décide d'oxygénation, etc. Donc l'insulothérapie, c'est l'insuline rapide. Alors uniquement au jour d'aujourd'hui, la seule insuline qu'on peut donner en cas d'acidocétose, c'est l'actrapide humaine. Donc, ni les analogues, ni rien du tout. C'est l'actrapide humaine par voie intramusculaire ou mieux par voie intraveineuse, 5 à 10 unités horaires ou carrément, on le fait de plus en plus par la seringue électrique quand ça c'est possible. Tant que persiste l'acétone, c'est la voie intraveineuse. Et c'est l'annulation de l'acétonurie qui va nous dicter, voilà la seringue électrique, on va faire 40 unités d'insuline dans 40 cc de sérum physiologique et on va mettre le débit adéquat, 5 à 10 donc cc heure, ça revient à donner 5 à 10 unités donc toutes les heures. D'accord. Alors, le deuxième volet, c'est la réhydratation. La réhydratation, donc il faut ne pas oublier de donner la moitié de la réhydratation durant les 8 premières heures. Donc 4 à 7 litres par 24 heures, la moitié seront données. Donc on va faire avec ce débit. Donc je vais vous proposer ce débit-là. 1 litre en 1 heure, puis 1 litre en 2 heures, puis 1 litre en 3 heures. Il faut espacer petit à petit. Alors, la qualité de la réhydratation maintenant, il faut utiliser un liquide isotonique, puisqu'il s'agit d'une déshydratation quasiment extracellulaire. Donc, très rapidement, dès que le patient se trouve à la salle d'urgence, vous allez donner 1 à 2 litres les 2 premières heures de sérum physio, très rapidement. Et dans ce cas particulier, une jeune patiente qui a une diurèse, qui a un diabète type 1, et que l'insuffisance rénale soit le plus probable due à l'état d'hypovolémie, on peut rajouter d'emblée 2 à 4 ampoules de potassium avec le sérum physio. Le sérum physio, il n'y a que de sodium. Hein. Et puis, on va relayer par du sérum glucosé à 5% et on va mettre pour le rendre isotonique au plasma avec chaque flacon, je dis bien avec chaque flacon, 4 ampoules de sodium plus 2 à 4 ampoules. Dans ce cas particulier, je donnerai 4 ampoules de potassium parce que je sais que derrière, il y a un pool potassique très défectueux
Évidemment, il faut suivre avec des ionos, des électrocardiogrammes, et il faut bien surveiller la diurèse, parce que si la patiente devient oligo-anurique, parce qu'elle est en hypovolémie, par exemple, vous pouvez passer dans le contingent d'hypercalémie. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est très important, ça, hein, pour votre Hein? Juste la dernière partie, juste après le débit, Après? Juste بعد ما كملت حكيت على الديبي toutes les 4 à 6 heures هذاك سي شوف comme la quantité et la qualité. La quantité, on se met d'accord, donc c'est moitié pendant les 8 premières heures, puis vous allez ralentir le débit. Ou la qualité, c'est toujours, quel que soit le liquide que vous allez passer, c'est un liquide isotonique. Féminin. Alors, isotonique, on a le sérum physiologique à 9 pour 1000. C'est ce qu'on dispose. Donc, c'est le sérum physiologique à 9 pour 1000. D'accord? Donc, dès que vous aurez le patient à la salle d'urgence, vous allez passer 1 à 2 litres par les 2 premières heures. Déjà, le temps qu'il soit hospitalisé, le patient, évidemment, donc on doit hospitaliser le patient dans un service d'endocrino ou de réanimation. Ça tout dépend de l'état de terre. Et puis, donc, le temps qu'il soit hospitalisé, il ne faut pas perdre du temps. Il faut très rapidement donner du sérum physio pour remplir le patient isotonique. 1 à 2 litres les 2 premières heures. Au BAD, on relaie par du sérum glucosé à 5%. Quand vous donnez sérum glucosé à 5% tout court, il est hypotonique. Il n'y a pas de sodium et de potassium. Donc, il faut enrichir en sodium pour le rendre isotonique au plasma. 4 ampoules de sodium et 2 à 4 ampoules de potassium, hormis une surveillance de l'ECG, la diurèse et les ionos toutes les 3 à 4 heures. Est-ce que c'est clair? Madame, oui. Je peux نجموا نعملوا مع السيروم فيزيولوجيك وقت اللي نعرفوا اللي الهيبوكاليمي كما نعطيو دوز امبول ولا انا غلطانه؟ Oui, chez cette patiente, comme particulièrement, on a une insuffisance rénale, donc on ne sait pas si c'est une insuffisance rénale fonctionnelle ou organique, parce que si on reçoit un patient âgé, mais là, vous êtes devant une patiente jeune qui a un diabète type 1, donc a priori, elle n'a pas de néphropathie diabétique, et puis elle a une diurèse conservée. Là, je peux donner, et j'ai le potassium, il est à 3,9. Donc, un potassium normal pour l'état d'acidose, c'est que le pool potassique est très défectueux, donc on va donner du potassium dès la première heure ici. Il n'y a pas de problème. D'accord? Surtout que la patiente va être hospitalisée, il n'y a pas de problème, on va surveiller le CG, la diurèse et le iono toutes les 3 à 4 heures. Donc, on va avoir du recul. Donc, vous pouvez donner là, d'emblée, avec le sérum physiologique, parce qu'il contient que du sodium, j'avais dit tout à l'heure, vous pouvez rajouter du potassium avec le sérum physiologique dès la première heure ici, particulièrement chez cette patiente. OK? C'est clair? Madame, qui font quoi le sérum phy في salle d'urgence 1 à 2 litres les 2 premières heures. Est-ce que c'est à comptabiliser مع les 4 à 7 litres هذوكم اللي حسبناهم في الديبي على الأول ولا أبار؟ هاي يتحسبوا مع الأولين مع الأولينين يتحسبوا مع بعضهم. Donc déjà, ça fait gagner du temps pour patiente entre la salle d'urgence et le service d'endocrino. Hein. Le temps qu'elle est venue, elle a fait un choc hypovolémique, la patiente. Donc, il faut se méfier, vraiment. Hein. Ce n'est pas un cas de tous les jours. Parfois, une patiente qui est âgée et qui a une cardiopathie ischémique sous-jacente. Donc, des patients, parfois, ils font un IDM. Donc, il ne faut pas… Vous savez que l'hypovolémie peut même entraîner donc, des troubles de la coagulation. Et donc, ça favorise les accidents ischémiques. Parmi les complications de l'acidocétose, vous l'avez vu l'année dernière, ça favorise des accidents ischémiques. Et donc, il faut se méfier. Il faut donc bien remplir la patiente dès la première heure. Il ne faut pas retarder. Donc, c'est très facile. Vous allez perfuser la patiente. Vous allez donner des sérums physio, le premier flacon très rapidement et en plus, le deuxième flacon, normalement, le deuxième, troisième flacon, elle sera transférée dans le service adéquat. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, qu'il y a un abord et qu'il y a donc du sérum qui passe pour rétablir l'état d'hypovolémie. D'accord, c'est très important. Si vous avez la main à la salle d'urgence, vous pouvez commencer la chimiothérapie aussi.
Généralement, on peut donner une dose de charge d'insuline. À la salle d'urgence, on peut faire 10 unités en IM pour couvrir l'heure de passage de la salle d'urgence au service endocrino. Ça, c'est très important. Si parfois, ça sauve. Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier le potassium aussi. Hein. Le potassium ici, surtout que vous allez donner d'insuline. OK, c'est clair? Madame, docteur, la pause seringue. Hein? Madame, pour la seringue électrique, la seringue électrique, vous la faites au service. أي معناتها وقتاش نحيوها السرنجة إلكتريك وقت ولي أسيتونيوري زيرو نحيوها quand l'acétonurie elle est à zéro. docteur, قداش نخليهم من ampoule de K+ في السيروم فيه؟ قداش نجمعوا انت؟ Combien d'ampoules de potassium est-ce qu'on met dans la poche de sérum physiologique? Personnellement, pour cette patiente, je mettrai au moins 3 ampoules, 3 à 4 ampoules, n'est pas de problème, parce que je suis sûre que l'insuffisance rénale qu'elle a, c'est une insuffisance rénale fonctionnelle, et pour cette patiente, a une durée conservée. Donc, je peux donner 3 à 4 ampoules de potassium, et il n'y a pas de problème. Donc, après, ils seront éliminés, je ne crains rien. Pour simplifier et récapituler, je veux dire, corrigez-moi si je me trompe, par exemple, في الكال هنا نوليو نعطيو 1 litre de sérum physiologique avec 3 ampoules de K+ la première heure, 1 litre de sérum physiologique avec 3 ampoules de K+ pendant 2 autres heures, du sérum, 1 litre de sérum glucosé 5% avec 4 ampoules de sodium et 3 ampoules de K+, par exemple, toutes les 4 à 6 heures. Ouais. D'accord. La qualité du liquide, c'est ça. 1 litre en 1 heure, ça c'est la quantité, et la qualité, c'est ici. C'est la sérum physio à l'eau, ou tu relais à partir de la 3e heure, ici, du sérum glucosé. Pourquoi du sérum glucosé, à votre avis? Pour aller sur le sérum physio. Pour éviter une hypoglycémie par l'insuline. Très bien, très bien. Chauffe. Parce que si on revient à la physiopathologie de l'acidocétose diabétique, vous allez donc, l'insuline ne fait pas rentrer du glucose à l'intérieur de la cellule. D'accord, Joe? Parce qu'elle est en carence insulinique, la patiente. Vous êtes d'accord? Donc, la cellule, elle va souffrir. Elle est en glycopénie. À l'intérieur de la cellule, on a une glycopénie. Donc, un déficit énergétique. Alors, notre devoir, c'est quoi? C'est de rétablir la balance entre un apport énergétique adéquat du sérum glucosé à 5% et donner en même temps de l'insuline pour que l'insuline fait rentrer le glucose à l'intérieur de la cellule. Donc, il ne faut pas mettre des sérums physio. L'erreur, parfois, qu'on voit en pratique, il a une glycémie augmentée, je ne donne pas de glucosé. C'est une erreur. Il faut donner du sérum glucosé. Il faut, c'est obligatoire. Sinon, votre patient va faire une hypoglycémie. Il va faire une hypoglycémie parce que généralement, ils ne mangent pas, ils ont des vomissements. Donc, il faut le nourrir normalement. Alors, donner du sérum glucosé à 5% et puis donner de l'insuline pour permettre à cette insuline de faire entrer du glucose à l'intracellulaire. Et il faut qu'il mange, le patient, s'il peut. Sinon, il a du sérum glucosé. Au moins, ça fait un substratum énergétique, donc au moins partiel. D'accord, c'est clair? Madame, معناتها احنا يتسمى باش نعطيو الانسولين بعد la première heure هكا. Non, j'ai pas dit ça du tout. Chouf, à T0, au temps 0, je fais le bilan. Alors, chez le bilan, et puis je démarre l'insulothérapie, elle est obligatoire. L'insulothérapie, chouf les cas où à la salle d'urgence, parfois on n'a pas les moyens, on n'a pas de l'insuline, je fais la salle d'urgence. Donc le patient, au moins, il la réhydratation, mais l'insulothérapie, normalement, théoriquement, devrait être en parallèle avec la réhydratation. À T0, tout doit être commencé. La réhydratation, la correction hydroélectrolytique, et des électrolytes et de la volémie. Donc, les 3 facteurs devraient être en même temps. D'accord? Mais bon, si parfois, par défaut de moyens, donc on peut ne pas avoir de l'insuline parfois à la salle d'urgence. Là, il y a un peu de retard. Dès que tu corriges l'insulinopénie, tu vas diminuer la gravité de l'acidose. L'acidose, elle est corrélée à la carence insulinique. C'est clair, là. Oui, madame. Je ne veux pas passer la courante, s'il vous plaît. On a vraiment beaucoup de catastrophes
à la salle d'urgence, l'acidostose diabétique à cause de la méconnaissance de la question. Alors, si vous avez le moindre problème, moindre question, vous me posez immédiatement avant que je passe. Je veux que vous sortez de ce cours capable de prendre en charge une acidostose diabétique. C'est ça le message. Madame, juste à propos, les 4 ampoules, NA+, allô, le sérum fi ما نعطيهمش وبعد نزيدوهم السيروم Bien sûr, pourquoi sérum physio s'il y a de sodium? Si elle est 9 pour 1000, il est isotonique au plasma. Lorsqu'on parle d'isotonique, c'est par rapport au sodium. Donc, 9 pour 1000, il est isotonique, il n'y a que du sodium. Dites quel potassium? D'accord? Dans le cas particulier, si tu as besoin, voilà. Chouf, si la calémie de cette patiente était à 4,5, 4,5, elle me donne le temps pour ne pas donner immédiatement de potassium. Mais c'est je retarde 1 heure. Mais là, elle a 3,9. Elle est basse. Déjà, elle est à la limite inférieure pour un état d'acidose. Dès que j'arrête l'insuline, l'acidose, elle va se corriger. Elle va commencer à se corriger. Et donc, dans cette situation particulière, je donne du potassium avec sérum phi. Mais là, si elle a 4,5, par exemple, la 5, je peux attendre le temps que la patiente arrive au service d'endocrino. D'accord, Jo? D'accord, merci. C'est clair pour tout le monde, oui. Docteur, يعني في السال d'urgence يعني c'est pendant les 8 premières heures كاملين في السال d'urgence. La prise en charge يعني في السال d'urgence c'est pendant 8 heures. مش la première heure وبعد ذلك. Allô? Connexion. Je ne comprends pas pourquoi vous allez mettre votre patiente pendant 8 heures à la salle d'urgence. Non. À la salle d'urgence, on va commencer la réhydratation. C'est un flacon ou 2. Et puis, le temps que la patiente arrive, on va continuer la réhydratation. D'accord? Donc, les 8 heures, elle va passer 1 heure maximum à la salle d'urgence. Mais après, c'est le médecin de garde au service spécialisé qui va prendre le relève. OK? D'accord, merci, docteur. Très bien. Donc, correction de l'acidose. Donc, il ne faut jamais corriger l'acidose parce que l'acidose, c'est presque contre-indiqué de corriger l'acidose parce qu'on sait très bien que les bicarb vont, la bicarbolatémie va augmenter, le pH va se corriger lorsqu'on corrige donc, la carence insulinique, sauf dans les cas particuliers où vous avez un pH à moins de 7,1 ou un AC3- inférieur à 10, et c'est le cas de notre patient. Et il faut donner du sérum bicarb 14 pour 1000 ici, ce n'est pas 14%. Et puis, maximum 500 à 7, là c'est isotonique au plasma, toujours c'est isotonique au plasma. Donc, maximum, il ne faut pas dépasser les 750 cc, sinon il y a un risque, d'œdème cérébral chez ces patients-là. Il ne faut jamais donc, donner d'emblée du bicarb ou elle a donné beaucoup de bicarb, d'accord, parce que ça risque donc l'œdème cérébral. OK? Madame? Allô, madame? Madame? في كونيكسيون. يا مدام الميكرو نتاعك قصره. يا جماعة بربي شكون يجي يفهمني علاش السيروم بيكربوناتي قلنا ايفيتي. على خاطر انت tu vas pas corriger l'acidose. خاطرها مش تتصلح وحدها زايد معناتها. مش تصلح وحدها كي باش تصلح التخبل نتاعك الانسولين معناها. يا مدام voilà, donc il ne faut pas donner de sérum bicarbonaté parce que d'emblée, sauf dans les situations particulières avec AC3- inférieur à 10, cas de notre patient. Et il faut vraiment donner une petite donc, quantité. Alors, la surveillance, toutes les heures, c'est l'état de conscience.
si vous corrigez très rapidement la glycémie, ou vous donnez du bicard pour la patiente de façon inadaptée, on peut altérer l'état de conscience parce qu'il y a un risque d'hypertension intracrânienne. Hein. D'accord? Et il faut surveiller la fréquence respiratoire parce qu'une normalisation de la fréquence respiratoire, c'est le témoin que l'acidose a disparu. L'état hémodynamique, le pouls, la tension, la diurèse, la température et les glycémies capillaires. Toutes les 4 heures, il faut donc demander un bilan biologique, les lyonaux évidemment, les réserves alcalines, la glycémie et n'oubliez pas l'électrocardiogramme. Il ne faut pas oublier le facteur déclenchant, l'antibiothérapie dans ce cas, et les parinothérapies. Donc, parce que j'ai dit que surtout ça, c'est les sujets âgés hein, qui sont prédisposés à faire des troubles des complications thromboemboliques. Voilà donc à ne pas faire un apport bicarbonaté en excès. Il ne faut pas utiliser des solutés hypotoniques et surtout ne pas baisser la glycémie. Les deux facteurs sont pourvoyeurs de l'œdème cérébral. Il ne faut pas arrêter l'insulinothérapie si entre-temps le patient, donc la patiente fait une hypoglycémie. À ce moment-là, on doit diminuer donc la dose d'insuline, ne pas arrêter et renforcer donc le sérum, remplacer le sérum glucosé de 5% à 10% pour assurer donc une correction d'hypoglycémie. Et il ne faut pas attendre une hypocalémie pour apporter du potassium. Ça, c'est important. Tous ces conseils sont très importants. Madame, alors, le traitement préventif, il faut éduquer la patiente de cette oui. Madame, on ne va pas arrêter l'insulinothérapie. باش نقصوا من الدوز وباش نعطيو السيروم glycosé 10% هكا. Et voilà. Donc, alors, ce qui, malheureusement, je n'ai pas un tableau parce qu'habituellement, je démontre ça sur un tableau. Alors, imaginez que vous surveillez la glycosurie et la sténorie toutes les heures chez cette patiente avec la glycémie capillaire toutes les heures. Hein. Et donc, exemple, on a commencé par glycosurie 3 croix et acétonurie 3 croix. Après, l'heure suivante, c'est 2,2. L'heure d'après, c'est 2,1. Et la 4e heure, vous avez 0 glucose et acétonurie 2 croix. C'est quoi ça? Interprétez-moi l'état métabolique. Je vous écoute là. Hein? Je me madame. Alors, imaginez que cette patiente, on a fait une surveillance toutes les heures, glycosurie, acétonurie. Donc, 3,3 au début. La 2e heure, c'est 2,2. La 3e heure, c'est 2,1. 2 glucose, 1 acétone. Et puis, la 4e heure, vous avez 0 glucose, 2 croix d'acétone. C'est quoi ça? C'est quel statut ça? Excès en insuline. Donc, on a un excès d'insuline et un manque d'apport glucosé. Et donc, là, ce qu'on va faire, d'ailleurs, quand vous faites la glycémie capillaire, vous aurez une hypoglycémie, 0,7, 0,8, d'accord. Et donc là, il faut diminuer l'insulinothérapie au lieu de passer, par exemple, un débit de 8 unités horaires, jusqu'à 4 à 5 unités horaires, et renforcer l'apport glucosé, remplacer du sérum glucosé à 5% par du sérum glucosé à 10% pour lequel vous rajoutez toujours du sodium et du potassium pour que ce soit toujours isotonique au plasma. D'accord? C'est clair? Alors, le traitement préventif, sinon, donc si c'est clair, on va passer. Le traitement préventif, c'est l'éducation et l'autosurveillance. Il faut que tous les patients, notamment les diabétiques type 1, aient des bandelettes de kétodiastiques pour se surveiller. Donc, lorsque le patient va se sentir avoir une polyurie, polydipsie, donc il va de temps en temps faire la glycosurie et la sténorie, il va consulter son médecin dès qu'il y aura de l'acétone. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas avoir d'acétone dans les urines. Hein. C'est que l'apparition de la sténorie, c'est un mauvais signe que le patient va évoluer vers l'acidocétose diabétique. Les glycémies capillaires, évidemment, il faut toujours les surveiller donc chez soi pour dépister à temps un état d'hyperglycémie majeure. C'est clair? Madame? Oui? Je vous écoute, là, oui.
ما فهمتش الاكزامبل اللي قلت لنا ننقصوا فيه الانسولينوثيرابي ونزيدوا في لابور جلوكوزيت، ما فهمتش علاش. قلت لكم إذا كان parfois شوف en mettant la seringue électrique parfois on dépasse l'objectif معناتها on va donner beaucoup plus d'insuline que de glucose. احنا ما قلنا c'est un système de balance entre l'apport glucosé et l'apport en insuline. Alors, si vous déséquilibrez un peu, parfois, vous donnez plus que d'insuline que de glucose, il y aura donc un état, c'est ce qu'on appelle la cétose du jeûne. La glucosurie va s'annuler et la cétonurie va persister. C'est que vous êtes allé beaucoup plus loin que vos objectifs thérapeutiques et donc, du coup, vous devez diminuer l'insuline et renforcer l'apport énergétique sous forme de sérum glucosé à 10%. C'est clair? Oui, madame, c'est clair. Alors, on va passer au deuxième cas clinique. Madame, oui. Madame, يعني كان يجينا سوجي اجي وفما دوت sur l'insuffisance rénale organique. Madame, اتيزيرو نعطيو طول الانسولينوثيرابي وحنا ما نعرفوش الكاليمية قداها. كيفاش عاود لي بلي جي با قلت لنا كي يبدا ديوريس كونسيرفي نعطيو البوتاسيوم مع الانسولينوثيرابي، مي كي يبدا معناها سوجي اجي وديوريز معناها مش كونسيرفي وقتاش شنو نعملو؟ لا ما تستنى حتى يجيك ليونو معناتها une demi-heure tu as l'union نتاعك. Ça c'est une situation particulière et que vous avez généralement la calémie qui n'est pas trop basse. تستنى حتى ليونو à 30 minutes tu auras ton union. فهمت؟ pas de problème. غالب on est parfois obligé d'attendre l'iono. يعني نعمل réhydratation نستنى. Réhydratation, l'insuline en attendant. Si c'est 4,3 ou 4,5, tu attends bien sûr. Dans les cas d'hypocalémie sévère, en acidose, sujet âgé, avec donc une calémie à 3, tu as une ampoule, il n'y a pas de problème. Une ampoule le temps que la calémie arrive. Tu vas passer de l'insuline. D'accord? D'accord, merci. Alors, le cas clinique numéro 2, c'est un monsieur qui est âgé de 68 ans et pour un syndrome confusionnel. Donc, dans les antécédents, c'est un diabétique type 2 traité par Downey et hypertendu par l'Azilix et Adalat, un inhibiteur calcique. Donc, il a eu une toux, expectoration avec une fièvre depuis 48 heures, exagération des syndromes polyuropodipsiques. Déjà, le terrain, d'après vous, c'est quoi le terrain là? Le terrain de survenue à quelle complication du diabète ici? Acidose lactique. Là, ce n'est pas l'acidose lactique. Là, l'acidose lactique, je rappelle qu'elle est exceptionnelle. Et généralement, on la craint lorsque le patient est sous metformine, glucophage. Là, c'est un sujet âgé. Sensation hyperosmolaire. Très bien. Donc, lorsque vous êtes devant un diabétique type 2, c'est un sujet âgé, traité par sulfamide généralement, et qui n'a pas beaucoup d'autonomie, donc il n'accède pas très rapidement aux boissons, donc il ne peut pas récupérer la perte hydrique. Et surtout qu'il est en hypovolémie chronique par l'azilix, les diurétiques. Donc, c'est un patient qui devrait être réhydraté tout le temps. Et généralement, lors d'un facteur infectieux, donc tous les facteurs qui vont baisser la volémie, voilà, tous les facteurs qui vont augmenter les besoins en insuline, qui vont augmenter la glycémie, sont pourvoyeurs d'un coma hyperosmolaire. Donc là, c'est le terrain de l'hyperosmolaire plutôt que de l'acidocétose diabétique. On n'est pas des diabétiques type 2, soudanis seul. Donc, c'est que le diabète n'est pas très insulopénique. Hein. Donc là, vous avez une température à 39,5, la tension à 11 pour un hypertendu, je rappelle. Là, il est tachycarde, il est eupnéique, déjà, il n'a pas d'acidose. Et il y a les signes cliniques suivants, une hémiparésie gauche, des signes neurologiques de localisation peut-être. Hein. D'accord? Alors, voilà le bilan. Donc, comme tout à l'heure, on va demander un bilan en urgence. La glycémie à 35 mmol par litre. La CO3 moins, ils sont normaux, surtout 20 mmol par litre, donc il n'y a pas d'acidose. Il y a une insuffisance rénale. Là, l'insuffisance rénale est douteuse, c'est-à-dire on peut avoir une insuffisance rénale fonctionner sur un fond chronique, contrairement au premier cas où on est quasiment certain que c'est une insuffisance rénale fonctionnelle. Mais là, c'est un diabétique avec diabète type 2, déjà je me trouve une insuffisance rénale organique sous-jacente, donc il faut se méfier. Vous avez vu donc la natrémie à 170, qu'on va corriger selon la glycémie 35 moins 5,5, c'est à peu près 30. Sur 2, 30 c'est 15. Alors,
Le sodium corrigé, c'est 185 millimoles par litre. C'est très élevé, très élevé. Donc, c'est pathognomonique d'un état de déshydratation intracellulaire. La calémie, surtout, elle est normale. Et vous avez un état d'hémoconcentration, les protéines aussi. Et vous avez vu la glucosurie, une forte glucosurie sans acétonurie. Ça, c'est un tableau typique d'hyperosmolaire. Alors, la définition, comme vous le savez très bien, est biologique, bien sûr. Donc, on évoque la décompensation hyperosmolaire. Voilà, donc c'est le sodium plus potassium fois 2 plus la glycémie plus urée. Alors, là, tout calcul fait, combien ça vous fait l'osmolarité chez votre patient? Donc, 170 plus 4, ça fait 174, fois 2, ça fait 338, c'est ça? Plus 35, 238 plutôt, plus 30. نحسب وحدي خليتوني. Allô? Oui, madame. Allô? Docteur, le temps nous nerf calculatrice. عادنا نحسب مونتالمون تبارك الله عليكم انتم. يا حسرة. يا حسرة. Alors, قديش 174 fois 2, ça vous fait 234, c'est ça? 183. قديش تطلع؟ 174 fois 2, 348. Voilà, fois plus 35 millimoles. C'est très élevé. Plus 35 égale 383. Plus 13, déjà. Donc, ça, c'est 383, déjà, c'est très élevé, supérieur à 350, plus le 13, donc ça fait, vous avez dans le 390. Donc, c'est bel et bien la décompensation hyperosmolaire, c'est une décompensation biologique, c'est une définition plutôt biologique avec une hyperglycémie massive plus importante. Surtout là, la glycémie est plus importante que l'acidocétose. Et malgré ça, il n'y a pas de corps cétonique. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une sécrétion résiduelle d'insuline. Très bien. Donc, la sécrétion d'insuline, elle est insuffisante pour faire entrer du glucose à l'intérieur de la cellule, ce qui vous fait une hyperglycémie importante, mais elle est suffisante pour inhiber la voie d'acétogénèse. Et donc, c'est pour ça que vous n'avez pas de corps cétonique. Et du moment pourquoi l'hyperglycémie elle est massive aussi, parce que généralement, on a une hypovolémie associée et donc ça va augmenter davantage la glycémie. Donc, voilà, là, le diabète type 2, c'est vrai, le coma hyperosmolaire, c'est une extrême urgence. Elle met beaucoup de temps, plus que l'acidocétose, pour être développée, mais une fois qu'elle s'installe, et c'est un état très grave, et le pronostic peut altérer le pronostic vital, une fois, on peut perdre le patient, une fois sur deux. Alors, les facteurs de déshydratation ou les facteurs hyperglycémiants sont les deux pourvoyeurs de cette décompensation hyperosmolaire. Des diarrhées, l'utilisation des diurétiques aussi chez les patients âgés, ça c'est très contraignant. Et puis la corticothérapie ou une infection, donc qui fait augmenter aussi beaucoup la glycémie. Alors, les arguments qui marquent le terrain survenu, c'est un diabétique type 2 traité par sulfamide, l'âge supérieur, c'est un sujet âgé, le syndrome de fièvre, et puis la déshydratation. Quand je vois un agent, la déshydratation. Donc, les signes d'hydratation extracellulaire que présente ce patient, c'est la tachycardie, l'hypotension, l'hypotonie, le flux cutané et la langue sèche et des papillés. Et puis, la déshydratation intracellulaire, c'est la natrémie qui va vous dire que, alors chez ce patient, contrairement au premier cas, c'est une déshydratation intra ou globale? Intra. Zouz. Donc, c'est les deux axes sont touchés. Et là, c'est une déshydratation globale. Je trouve la physiopathologie de l'hyperosmolaire, c'est complètement différent de l'acidocétose, malgré qu'on a presque des conséquences communes. Alors, le début, c'est une hyperglycémie. Alors, du coup, quand vous avez une hyperglycémie majeure chez un patient, il faut donc passer à l'insulinothérapie. Il ne faut pas le laisser évoluer vers l'hyperosmolaire. Donc, l'hyperglycémie majeure, pour une cause, pour une autre, une infection, une corticothérapie, qui va induire une diurèse osmotique, une polyurie, donc une déshydratation avec hypovolémie. Donc, il y aura une retention sodique avec hyperosmolarité. Et c'est par conséquent, l'hyperglycémie, c'est elle qui va être toxique pour le pancréas et va diminuer l'insuliноsécrétion, mais pas beaucoup.
l'insulinsécrétion résiduelle va freiner la formation des corps cétoniques. Voilà le glucagon qui est libéré en réponse à l'hypovolémie. Et donc, on aura une augmentation de la glucogénèse et on aura un renforcement donc, de l'hyperglycémie. Kiff, les catécholamines donc, vont aggraver ce cercle vicieux, tout comme l'acidocétose. Donc, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de déclenchement de corps cétonique, il n'y a pas d'acidose qui est conséquence à la voie de la cétogénèse. Il n'y a pas de corps cétonique par conséquent. Alors, donc, le primo movens dans le traitement du diabète de coma hyperosmolaire, c'est la forte réhydratation, mais en tenant compte, puisque généralement ce sont des sujets âgés, de l'état cardiaque et de l'état rénal, il faut se méfier. Alors, généralement, c'est très progressif à s'installer, mais une fois qu'il s'installe, c'est très grave et la déshydratation elle est beaucoup plus sévère que dans l'acidocétose diabétique. D'accord? Les facteurs déclenchants, vous avez toute la liste ici, je ne vais pas revenir. Et la mortalité, c'est un pronostic très grave. On voit là les complications thromboemboliques sont beaucoup plus prononcées que par rapport à l'acidocétose diabétique. À Khatrina, vous avez une hypovolémie avec hyperglycémie. Et les deux, beaucoup plus graves que l'acidocétose diabétique. Les deux sont pourvoyeurs de complications thromboemboliques. On peut avoir même une pancréatite aiguë, une rhabdomyolyse, un état de choc hypovolémique. Là, il faut se méfier. Il y a une question qui m'est posée et qui est très intéressante. Avant de démarrer le traitement des pérosmolaires, là, il y a Fawez Dridi qui a posé la question suivante. Bicard peut aggraver l'hypocalémie. Oui, c'est vrai, Fawez, c'est notre crainte quand on prend en charge l'acidocétose diabétique parce que c'est vrai, si vous donnez de l'insuline et vous donnez du bicard chez cette patiente et que vous ne corrigez pas la calémie, le muscle, c'est vous allez démasquer une hypocalémie grave. C'est ce qu'on a bien dit. Il ne faut jamais corriger l'acidose et la carence insulinique sans corriger concomitamment la calémie. Sinon, vous allez démasquer cette hypocalémie. Tout à fait, c'est une très belle réflexion. Je vous remercie là. D'accord? Donc, pour vos amis aussi, c'est très important. Il ne faut pas donner du bicard alors que vous n'avez pas restauré un peu le pool potassique. De façon parallèle, il faut rajouter du potassium. D'accord? Voilà. Alors, quel traitement alors, là, rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit l'insulothérapie, ça, c'est le primo movens, le point le plus fort de l'acidocétose diabétique. Mais là, à T0, tout doit être déclenché. Donc, la réhydratation qui devrait être massive, plus que l'acidocétose, 8 à 12 litres par 24 heures. Et le débit est plus important, 1 litre en une demi-heure, 1 litre en... C'est plus prononcé comme débit. Pour la qualité maintenant, qu'est-ce que vous allez choisir? De commencer avec un liquide isotonique ou la hypotonique, puisque vous avez donc une hypernatrémie. Qu'est-ce que vous allez me répondre? Hypotonique. Ah, votre ami a dit, puisque j'ai une hypernatrémie, n'a-t-il hypotonique? Est-ce que vous êtes d'accord? Chouf, le secteur extracellulaire est aussi touché que le secteur intracellulaire. Par quel secteur vous allez commencer? Le stade du liquide hypotonique, ça veut dire quoi? Vous êtes dans une situation d'hyperosmolaire et donc vous allez passer du liquide du secteur extra vers le secteur intra. Donc, vous allez aggraver le secteur extracellulaire. Et vous allez voir votre patiente donc s'enfoncer dans le choc hypovolémique, dans le collapsus cardiovasculaire. Surtout si vous donnez de l'insuline, l'insuline va pas se faire passer du glucose, mais aussi de l'eau avec en intracellulaire. Ça va corriger l'osmolarité, mais ça va donc encore aggraver le secteur extracellulaire. Donc, prière, quelle que soit la natrémie, il ne faut jamais commencer par du liquide hypotonique quand vous avez le secteur extracellulaire touché. Là, je suis d'accord, si vous restaurez un peu le secteur extracellulaire, augmentez un peu la tension artérielle, restaurez la volémie, battez de l'hypotonique. Vous êtes d'accord, hein? C'est clair ou là? Donc,
Malgré l'état d'hypernatrémie ici, je vais commencer par dithyrambe physiologique à 9 pour 1000, les 2 premières heures, tout comme l'acétose diabétique, malgré l'état d'hypernatrémie, parce que là derrière, je sais que le secteur extracellulaire est touché. Puis, une fois que j'ai restauré un peu le secteur extra, je relais par du sérum, donc glycosé hypotonique. D'accord? Alors, comment on va faire pour être hypotonique? On peut tout simplement donner du sérum glucosé 5% avec 0 sodium. Et ici, on peut donner au début 0 potassium parce que le patient a une insuffisance rénale, la calémie elle est normale et la déperdition du potassium n'est pas aussi importante par rapport que l'acidocétose diabétique. Donc, c'est beaucoup moins parce que vous n'avez pas de corps cétonique ici qui vont éliminer avec eux le potassium. Donc, on peut attendre pour le potassium, attendre le contrôle ionique. C'est clair? Donc, sauf que l'apport en potassium, ça peut attendre jusqu'à la 3e heure. Donc, évidemment, là, on doit être très strict. On ne va pas donner 4 unités, 4 ampoules. On va donner 2 à 3 maximum, idéalement 2 chez ce patient-là, parce que c'est un sujet de terrain donc âgé. Et il faut surveiller la diurèse, l'iono et le CG, évidemment. Donc, l'insulothérapie, tout comme l'acidocétose diabétique, c'est la seringue électrique, mais on va donner un débit moindre, 2 à 3 unités horaires selon la glycémie. Ou alors, vous n'avez pas de seringue électrique, c'est la voie intramusculaire, 5 à 10 unités horaires toutes les heures. Alors, tout d'abord, tout à l'heure, on a dit que le passage à la voie sous-cutanée de l'insuline se fait à l'arrêt de l'acétonurie, à la disparition de l'acétonurie. Donc, on va attendre que la glycémie atteint les 2,5 grammes à partir de 6 grammes. Lorsqu'elle atteint les 2,5 grammes, on peut relayer par l'injection sous-cutanée d'insuline. Et on va donner, donc, selon un cycle glycémique, on peut après réajuster les doses d'insuline. Il ne faut pas oublier les facteurs déclenchants. L'héparinothérapie préventive, là, elle s'impose parce qu'on est devant un terrain particulier. Et la feuille de réanimation. Alors, tout comme l'acidocétose, d'ailleurs, c'est une urgence. Il faut hospitaliser le patient et puis faire une feuille de surveillance où on va mettre les éléments cliniques, la surveillance de la conscience, de la respiration, de la glycosurie, de l'acétonurie, de l'état hémodynamique et la surveillance biologique, l'iono en particulier, la fonction rénale et la glycémie donc veineuse. Voilà, le meilleur traitement reste préventif. Donc, il faut dépister le diabète méconnu parce qu'un diabète type 2 méconnu depuis des années, ça peut être révélé par un coma hyperosmolaire, ce qui est très grave, et il faut faire l'autosurveillance. Je suis comme Tarto. Alors, pas de questions? Madame, ما عرفتش كي تنجمي تعاود لو بوان نتاع علاش ما نعطيوش سيروم hypotonique على الأول. Allez, chauffe. Tu as un secteur extracellulaire déficitaire parce qu'habituellement, j'explique ça sur le tableau. Vous avez raison, c'est un peu délicat. Donc, vous avez un secteur extracellulaire déficitaire et le secteur intracellulaire déficitaire. Et vous êtes en situation d'hyperosmolaire. Donc, quand vous donnez du liquide hypotonique d'emblée, d'accord, vous allez restaurer, évidemment, l'eau va passer très rapidement vers le secteur intracellulaire. D'accord, pour corriger l'hyperosmolarité. Et le secteur intra est très déficitaire par rapport au secteur extra. Donc, l'eau va rapidement, l'apport hydrique que vous allez donner, il va être rapidement transféré vers le secteur intracellulaire puisque vous avez un sérum hypotonique et qui baigne dans un état d'hypertonie. Et donc, vous allez aggraver la situation extracellulaire de l'eau qui va passer du secteur extra vers le secteur intra. OK? Oui, إذا نعطي معناتها le sérum isotonique, qu'est-ce que ça change? L'isotonique, ça ne va pas modifier. Ça va créer aucun mouvement hydrique. Ça va corriger le secteur extra. Alors, je l'améliore choya. Le patient va augmenter sa tension artérielle. Il va être amélioré sur le plan volémique. À partir de la 3e heure, je donne du liquide hypotonique. OK? D'accord, merci. Merci. J'ai des réserves sur le plan extracellulaire de la volémie. Merci. Merci. Donc, le coma, oui.
ربي سامحني يعني نحب جست نرجع للبوان هنا خاطرني ما فهمتوش الساعة كيف قلت لنا سيتوز دو جان ما فهمتش علاش لاسيتونوري قلت لنا نقاو خوا وقت اللي هو معناها يعطيني بالباهي لاسيتونوري منين جاتو معناها لاسيتونوري شوف l'acétonurie elle a pas la même physiopathologie que l'acidose diabétique وقتها انت c'est l'équivalent d'un jeûne de Ramadan انت تخيل انت انسان jeune et il est en carence énergétique par rapport à l'apport d'insuline. D'accord? Donc, c'est un état de jeûne. C'est l'équivalent d'état de jeûne. Donc, parfois, les patients qui font le jeûne de Ramadan, ils ont une acétonurie de jeûne. D'accord? Donc, dès que c'est l'équivalent de la balance énergétique négative, l'acétonurie est qu'il y a. Mais j'ai l'insulinopénie. J'ai le fait que vous avez créé chez ce patient-là un état de jeûne donc, qui va se traduire par l'apport de corps cétonique parce que l'organisme va se défendre. C'est une autre manière pour exprimer donc, cet état de jeûne. D'accord? Oui. Bien sûr. Là, bien sûr, bien sûr, ça, c'est un patient qui a fait une hyperosmolaire. D'ailleurs, il a une infection, donc il faut la traiter. Et puis, il faut passer à l'insulinothérapie. Donc, généralement, on fait des analogues d'insuline qui sont très douces, une injection le soir et qui va être bien équilibrée. Il faut essayer d'arrêter les diurétiques si c'est possible, si l'état de cardiaque le permet. Donc, il vaut mieux pour ne pas le mettre dans un état d'hypovolémie chronique et assurer un apport hydrique, donc faire l'éducation de la famille pour assurer un apport hydrique suffisant pour prévenir une autre situation. L'hyperosmolaire est très grave chez les patients. Parfois, on corrige l'hyperosmolaire, mais après quelques jours, le patient nous fait une embolie pulmonaire ou un AVC parce que déjà, il est passé par une phase d'hypovolémie avec une hyperglycémie, ce qui va offrir un état d'hypercoagulabilité dans le sang. Et donc, ça peut, même si vous allez résoudre le problème d'hyperosmolaire, parfois, les complications thromboemboliques l'emportent et peuvent être très graves. Des pancréatites aussi, on a vu, un AVC, on a vu, un IDM, on a vu beaucoup. Donc, il vaut mieux, le meilleur garant qui améliore le pronostic, c'est d'éviter au maximum ce coma hyperosmolaire. D'accord? C'est la bonne réhydratation et la bonne surveillance de l'état glycémique. Donc, il faut veiller à ce que ces patients n'auront pas des glycémies qui dépassent les 2 grammes et 3 grammes. D'accord? Le coma hypoglycémique, donc je passe sur la clinique parce que vous la connaissez en long et en large pour l'année dernière, donc vous l'avez déjà fait. Évidemment, il faut rappeler que les facteurs déclenchants, c'est un surdosage de l'insuline, voilà, une erreur d'injection, voilà, une carence d'apport, une activité physique intense, des troubles digestifs. Donc, tout ce qui est excès d'insuline, voilà, de sulfamide et avec manque d'énergie, c'est pourvoyeur donc, ou d'interaction médicamenteuse sous sulfamide, c'est pourvoyeur d'hypoglycémie. Donc, voilà. Alors, le traitement de l'hypoglycémie, pour ne pas être trop long, ça va être donc, c'est bon la connexion, là, vous m'entendez bien? Oui, madame, on vous entend. J'ai vu quelques messages de problèmes de connexion. Alors, c'est une extrême urgence. Et vous savez que le cerveau ne supporte pas dans quelques fractions de secondes sans apport glycidique. Donc, en hypoglycémie, il faut très rapidement, donc si le patient est conscient, il faut passer 3-4 morceaux de sucre, ce qui vous donne 15 grammes de glucides, ou un verre de jus de fruits, ou du pain, 40 grammes, ce qui va amener contenant 15 grammes. Du pain blanc. Hein. Le pain blanc, ce n'est pas le pain complet, c'est du pain blanc. Hein. Et il ne faut pas s'amuser à corriger aussi une hypoglycémie par des chocolats noirs, par exemple. Parce que le chocolat noir, il faut toujours utiliser des aliments à index glycémique augmenté, qui augmente la glycémie très rapidement. Un jus de fruits, plutôt qu'un fruit. Un fruit, il ne corrige pas très rapidement parce qu'il a des fibres alimentaires. Du pain blanc, ce n'est pas de pain d'orge, voilà, du pain complet. Donc, il faut utiliser des glucides qui remontent très rapidement la glycémie. D'accord?
Le glucagon, donc généralement, vous savez, en France, les patients diabétiques ont des ampoules de glucagon chez eux. En cas de diabète type 1, ou en cas de diabétique type 2, mais qui n'est pas traité par sulfamide. Le traitement par sulfamide, ça contre-indique le traitement par glucagon. Allez. Parce que le glucagon, le diabétique type 2, allez, on utilise le glucagon sans problème pour le diabète type 1 parce qu'il n'y a, pas d'insulinosécrétion. Donc, le glucagon qui est normalement censé augmenter l'insulinosécrétion par les cellules bêta, il n'y a pas, presque pas dans le diabète type 1. Par contre, le diabète type 2, vous utilisez des sulfamides qui stimulent la sécrétion d'insuline et que vous donnez le glucagon qui stimule aussi l'insulinésécrétion, c'est un problème. Donc, il y aura un problème. Au début, le glucagon va augmenter la glycémie, mais après, vous aurez une hypoglycémie, donc grave. D'accord, c'est un effet un peu plus tardif. Le traitement par sulfamide, il faut arrêter les sulfamides ou les diminuer et faire attention aux associations médicamenteuses. Et s'il y a de l'insuline, il faut évidemment diminuer la dose et ajuster par rapport à l'apport alimentaire, par rapport à l'activité sportive. Donc, si le patient n'est pas conscient maintenant, c'est une forme majeure. Alors, il faut l'hospitaliser. La voie orale est impossible et il faut donner très rapidement, c'est un test thérapeutique d'ailleurs, 30 à 50 cc de sérum glucosé à 30%, on va avoir un réveil immédiat. Et si vous êtes dans le cadre d'un type 1, vous pouvez donner du glucagon, une ampoule à 1 mg. Alors, relayé par voie orale, par du sérum glucosé à 10% puis à 5%. Et voilà, il faut assurer dans les jours qui suivent, l'organisme peut garder une mémoire de cette hypoglycémie et ça peut être récidivé. Il faut faire attention. Le meilleur traitement reste l'éducation et l'adaptation du traitement pour éviter ces hypoglycémies chez ces diabétiques. C'est clair? Madame? Oui. On a dit injection IV, plus ou moins pour le glucagon. Est-ce que c'est en même temps ou bien l'une des... C'est en même temps. Le sérum glucosé yimchi et tu fais l'injection de l'ampoule de glucagon. Il n'y a pas de problème. Le glucosé à 30% ne contre-indique pas le glucagon. La seule contre-indication quand vous êtes en présence de diabétique type 2 sous sulfamide. OK? Merci. Oui, madame, merci. Donc, l'acidose lactique, je vous dispense l'acidose lactique. Juste cette plaque pour vous rappeler, parce que moi, honnêtement, je n'ai jamais vu une acidose lactique parce qu'on respecte beaucoup les contre-indications de la metformine, puisque l'acidose lactique, c'est une hypoxie chronique qui va augmenter la production du lactate et ça va donner une acidose sévère. Alors, à ce moment-là, la glycémie ne sera pas très augmentée. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir l'acidose lactique chez les diabétiques type 2? Traité par metformine. La metformine, parce que elle entraîne le catabolisme du glucose, elle favorise dans la voie anaérobiose. Et donc, toutes les situations qui offrent cette situation d'anaérobiose, c'est l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, en plus du traitement par biguanide, l'insuffisance hépatique et rénale, le jeûne prolongé ou donc l'alcool à l'éthylisme chronique peut favoriser ces situations-là. Pourquoi l'acidose lactique, même si vous traitez, le pronostic est très, très, très mauvais. Donc, il faut ajuster le traitement par metformine. En cas d'insuffisance rénale, il faut ajuster les doses. Il faut le contre-indiquer en cas d'insuffisance respiratoire aiguë ou insuffisance cardiaque avancée. Et il faut donc aussi, lorsqu'il y a une prise d'alcool, l'éthylisme chronique important aussi, il faut vraiment adapter et respecter les contre-indications du glycophage retard ou de la metformine. Donc, je vous dispense l'acidose lactique. C'est juste pour... j'ai voulu insister sur les contre-indications de la metformine. Et voilà, donc généralement, le pronostic est fâcheux et la mortalité, c'est 60% des cas. Généralement, ça se voit chez les sujets âgés sous biguanide. Il faut se méfier. Maintenant, en cas de complications dégénératives ou chroniques du diabète, il faut équilibrer de façon parfaite le diabète, notamment en cas de rétinopathie diabétique ou de neuropathie diabétique douloureuse. Là, il faut instaurer une insulinothérapie en évitant les hypoglycémies. Les hypoglycémies peuvent aggraver la rétinopathie diabétique ou la neuropathie diabétique. Il faut adapter les doses de biguanide selon la clairance de créate. Actuellement, les biguanides, la metformine est contre-indiquée quand la clairance baisse au-dessous de 30 ml par minute. Donc, au-dessous de 30 ml par minute, c'est 0 metformine, il ne faut pas donner. Entre 30 et 60, c'est 1 comprimé. Entre 60 et 90, c'est 2 comprimés. Au-delà de 90, c'est 3 comprimés de metformine.
Donc ça, c'est une adaptation des doses selon la tolérance de la metformine, quel que soit l'âge du patient. En cas de... Oui. لازم نعرفوها l'adaptation هذه خاطر Là, bien sûr, pour vous, sur le plan pratique, ça va vous aider là. D'accord, merci. انتم pour le moment تعرفوا لازمكم تعرفوا au-dessous de 30 il faut arrêter la metformine. D'accord? Oui, madame, merci. Donc, utiliser les sulfamides à demi-vif faible. Par exemple, il ne faut pas laisser le patient de tout à l'heure qui a développé une insuffisance rénale, le coma hyperosmolaire à la sortie de l'hôpital. Il ne faut pas represcrire le Downhill parce que c'est un sulfamide très fort. Et donc, il faut, même si on a opté pour les sulfamides ultérieurement, il faut utiliser des sulfamides très doux, type diamicron, par exemple, Amerel, glimipéride, faiblement dosé, 1 mg. Mais il faut éviter le Downhill parce que c'est un sulfamide très très fort. Donc, il est très pourvoyeur d'hypoglycémie. Vous savez, chez les sujets âgés, les deux complications majeures, c'est les hypoglycémies d'une part et l'hyperosmolaire d'autre part. D'accord? Donc, il faut se méfier. Hein? Il faut équilibrer la tension artérielle, notamment s'il y a une rétinopathie ou néphropathie diabétique, corriger une hyperlipidémie, surtout en cas de néphropathie ou de rétinopathie diabétique aussi, pour ne pas aggraver, et prescrire un régime hypoprotéique et hypolipémique en cas de néphropathie diabétique pour ne pas favoriser la fuite protéique, pour ne pas l'aggraver. Il faut vraiment veiller à traiter les facteurs aggravants donc de la néphropathie diabétique, c'est-à-dire éviter les médicaments néphrotoxiques, par exemple, assurer une bonne hydratation, équilibrer la tension artérielle et corriger une hyperlipidémie. Ça, tous les facteurs qui peuvent aggraver une néphropathie diabétique pour ne pas aggraver la détérioration de la clairance. Des mesures thérapeutiques spécifiques, évidemment, en collaboration avec les ophtalmos, il faut assurer un traitement spécifique quand c'est nécessaire. Outre l'équilibre diabétique, il faut faire des séances de laser en cas de rétinopathie diabétique. En cas de néphropathie diabétique, en collaboration avec les néphros, bien sûr, évidemment, prescrire les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les IEC ou les ARA2 pour diminuer la fuite donc, protéique. Et puis, en cas de neuropathie douloureuse, utiliser donc des traitements spécifiques, le Lyrica par exemple, des anticonvulsivants qui sont très efficaces en cas de neuropathie diabétique. Voilà donc globalement pour les complications chroniques. J'ai voulu juste ce cas clinique parce qu'il est intéressant, parce qu'il va aborder le cas de diabète avec grossesse. C'est une femme âgée de 35 ans, elle est ouvrière, elle a des antécédents diabétiques de chez la mère. Elle est diabétique type 2 depuis 3 ans sous metformine et glimipéride, donc c'est l'Amarel de 1 mg. C'est un sulfamide. Et puis, c'est une patiente obèse, puisque le BMI est 33, la tension artérielle est à 130-60 mm de mercure. Et là, une hémoglobine glyquée à 8,2% avec une glycémie à jeun à 8 millimol. D'accord? Alors la question de cette dame, est-ce que mon diabète constitue un obstacle à une grossesse? Alors, qu'est-ce que vous allez lui répondre? Ce n'est pas un obstacle, mais il peut engendrer des complications. Très bien. Donc, habituellement, voilà, on dit que la grossesse diabétique dure 12 mois, donc il faut la préparer. Donc, il faut programmer parce que 3 mois à l'avance, parce que les premiers mois de la grossesse, c'est l'organogenèse, c'est très important, et il faut être surtout multidisciplinaire avec les gynécos en particulier. Donc, il faut l'avertir que l'équilibre diabète doit être en amont de la grossesse parce que au tout début, c'est les malformations congénitales, neurologiques et cardiaques, il faut se méfier, c'est le développement du système nerveux central, les anomalies neuropsychiques et au cours de la grossesse, quel que soit le type de diabète, il faut éviter les complications donc fœto-maternelles, en particulier donc les macrosomies, les hypoglycémies néonatales, les morts fœtales nituro, etc. Donc, il faut avoir un équilibre parfait chez la femme enceinte. Donc, il faut optimaliser le traitement et l'autosurveillance de la glycémie. Donc, il faut que la patiente ait en mémoire et un glycomètre, et sinon, elle va avoir des cycles glycémiques itératifs tous les 15 jours à l'hôpital. Il faut lui dire que les objectifs glycémiques, c'est à moins de 0,95 g en préprandial, elle ne devrait pas dépasser les 1,20 g 2 heures en postprandial. On est beaucoup plus strict chez la femme enceinte à cause de risques de complications.
et que l'hémoglobine glyquée, donc au début de la grossesse, devrait être à moins de 6,5% pour assurer un meilleur équilibre chez elle. Donc, pour notre patiente, elle est obèse. Il ne faut pas oublier que l'obésité augmente les complications materno-fœtales et donc il faut réduire les apports caloriques du tiers. Il faut un apport calorique de 1600 à 1800, pas moins, hein, parce que ça peut faire une hypotrophie fœtale. Donc, il ne faut pas être non plus trop strict. Il faut diminuer de tiers l'apport calorique. Donc, utiliser les aliments à bas index glycémique. Les fibres alimentaires, il ne faut pas les oublier, ça c'est important, et les vitamines aussi. Et vous pouvez lui prescrire. Alors, évidemment, les ADO sont contre-indiqués au cours de la grossesse jusqu'à aujourd'hui. Peut-être l'année prochaine, ça va changer. Mais à ce jour, tous les ADO sont contre-indiqués pendant la grossesse. Et donc, vous avez deux outils seulement, soit le régime uniquement, chose qui ne sera pas suffisante chez cette patiente parce que déjà l'hémoglobine est à 8%, mais il faut passer à l'insulothérapie et il faut utiliser donc un schéma optimal, soit une acte rapide à midi, le matin, à midi et le soir, avec une insulatar le soir ou un analogue. Il n'y a pas de problème avec les analogues avec la grossesse actuellement. Donc, vous pouvez utiliser donc, des analogues rapides ou de l'acte rapide humaine ou des analogues lents ou des insulines donc, humaines lentes. Vous pouvez opter pour ce schéma-là, c'est de 2 NPH, insulatar, et 3 actes rapides. Il faut donc, puisque les objectifs sont très stricts, il ne faut pas vraiment permettre à la glycémie d'être fluctuante parce que justement, on a un problème donc, de complications pour lesquelles la femme enceinte est exposée, mais aussi le fœtus et le bébé ultérieur. Voilà, donc en cas de diabète et grossesse, il faut un équilibre parfait. En périconceptionnel avant la grossesse, il faut planifier la grossesse, il faut optimaliser le traitement et l'hémoglobine glyquée avant la grossesse. Les ADO donc, sont contre-indiqués et les seules voies thérapeutiques, c'est le régime et l'insulothérapie. Multiplier les injections, donc une insulothérapie intensifiée, notamment en cas de diabète type 1, et la cétose doit être à tous les coups évitée parce que c'est très nocif pour les neurones, les corps cétoniques. Hein. Il faut que la femme enceinte ne fasse pas de complications acidocétosiques parce que les corps cétoniques sont très graves pour le système nerveux du bébé. Hein. Donc, il faut toujours faire des cycles glycémiques une fois par semaine. Si elle est chez elle. Hein. Donc, une fois par semaine pour adapter les doses de façon itérative. Voilà la fourchette glycémique dont on a parlé. Et l'apport calorique, il ne faut pas baisser à moins de 1500 kilocalories parce que ça peut entraîner une hypotrophie fœtale. Voilà, donc, c'est tout ce que j'ai à dire concernant les complications donc, du diabète et les situations particulières, en particulier au cours de la grossesse. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez lever la main ou vous pouvez écrire, là il n'y a pas de problème. Madame? Oui? Madame, je sais au cours de la grossesse, je là, au cours de la grossesse, je vous ai donné là. Très rapidement. Madame. Allez, très rapidement. Alors, chouf, la femme enceinte, toujours, il ne faut pas permettre les fluctuations de la glycémie. Il faut avoir toujours un équilibre parfait. La fourchette est très sévère. Donc, on ne peut pas faire 2 injections d'insulatar au cas où. Il faut vraiment que la glycémie ne varie pas trop parce que c'est vraiment, ça offre des complications aussi bien pour la patiente que pour le bébé. Donc, il faut avoir un basal bolus, idéalement. Basal avec une basale analogue et 3 rapides, ultra rapides, ou elle a 2 insulatars avec 3 actes rapides. C'est la même chose. D'accord? D'autres questions? Madame? En fait, j'ai une question. Alors, l'acidocétose diabétique, parce que c'est très, très fréquent. Puisque c'est un certificat de thérapeutique. Hein. Donc, on ne va pas vous donner la physiopathe de l'acidocétose diabétique. Le traitement, donc on va vous donner normalement un cas clinique où vous devez savoir le degré d'urgence lorsqu'il y a une acidocétose, donc soit avec une acidocétose diabétique, soit avec un hyperosmolaire, soit avec une hypoglycémie. D'accord? Donc, ça, c'est pour les urgences. L'acidose lactique, je vous le dispense. Ce n'est pas la peine, c'est juste pour vous permettre de comprendre le mécanisme au cas où. Mais c'est les 3 causes
que vous devez donc, les 3 urgences que vous devez retenir parce que c'est très fréquent sur le plan pratique, d'accord, notamment pour l'hypoglycémie et l'acidostose diabétique. Ça, c'est une chose. Pour la deuxième, pour la femme enceinte, oui, on peut vous donner une femme qui a fait une acidostose, par exemple, et puis elle veut programmer une grossesse, alors quels sont les objectifs glycémiques, vous devez savoir. Alors, je suis désolée, ça, c'est très important. Parce qu'une femme enceinte diabétique peut être suivie par un médecin généraliste qui devait reconnaître parfaitement alors les objectifs glycémiques et les modalités de traitement. D'accord, Jo? Madame الديجينيراتيف نجموا ما نركزوش عليها. Je sais les dégénératifs, c'est très simple. Donc, il faut un équilibre parfait. Alors, ce que vous devez dire, si vous aurez la note complète, si vous devez dire que l'équilibre du diabète dans toutes les complications dégénératives devrait être parfait, donc dans les objectifs avec une hémoglobine A1C inférieure à 7%, d'accord, et vous devez dire il faut éviter les hypoglycémies, et à chaque fois, pour chaque complication, il y a un traitement spécifique. Là, c'est commun. Tout ce qui est commun, c'est l'équilibre parfait du diabète en évitant les hypoglycémies. D'accord, vous avez le traitement spécifique. Pour la rétinopathie, c'est le laser. Pour la néphropathie, c'est le traitement donc adjuvant par les USC et les systèmes et les ARA2. Et pour la neuropathie, c'est un traitement spécifique, les anticonvulsivants. C'est très simple. D'ailleurs, retenez ça et c'est très suffisant. Là, on ne vous demande pas plus que ça. D'accord, Jo? D'accord, madame. Merci. Il y a une question, la modalité schéma, on peut le répéter. Le schéma thérapeutique de la femme enceinte, je vous remets ça. Il faut couvrir tous les nictémères, soit avec 2 semi-lentes et 3 rapides, en jaune là, soit avec une semi-lente, voilà, une ultra-lente, l'analogue lent, le lentus ou le lévémir, et 3 injections de rapide. L'objectif est le suivant, d'avoir une fourchette à jeun à moins de 0,95 g par litre au maximum, et puis en postprandial inférieur à 1,20 g. Ça, c'est les objectifs chez la femme enceinte. D'accord? Donc, ne vous en faites pas. On ne va pas vous demander donc des détails de spécialistes. On va vous demander les bases du traitement. Donc, je serai très contente quand vous me donnez 2 NPH 3 rapides. Ce n'est pas la peine de les doses. Ça, c'est très correct comme réponse. Mais par exemple, je donne de la metformine au cours de la grossesse, voilà, des sulfamines au cours de la grossesse. Ça, je ne l'accepte pas. Mais il faut dire qu'il faut passer à l'insuline et il faut ajuster donc le maximum la glycémie et puis l'objectif glycémique. C'est ce qu'on va vous demander, des choses très simples, de compréhension. Ce n'est pas des choses, je pense que ce n'est pas très difficile. Madame, on a 2 NPH ou 3 rapides. Ben, je dois avoir 2 NPH, 3 rapides, voilà, une ultra-lente et 3 rapides. L'ultra-lente, elle va couvrir tous les nictémères. Le type d'insuline lentus. Le lentus peut couvrir donc le nictémère. Donc, vous pouvez prescrire ça. Si vous répondez 2 NPH, 3 rapides, c'est très juste aussi. Hein. Peu importe diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant, la même réponse, maintenant. Oui, c'est pas tout à fait ça, vous pouvez répondre par ça, il n'y a pas de problème. L'essentiel, 2 insulateurs 3 rapides, par exemple, et puis il faut que j'ai la fourchette à jeun, ou postprandial à 1,20 g, inférieur à 1,20 g. Ça, c'est très suffisant, c'est très correct comme réponse. D'accord? Finalement, la femme enceinte, les objectifs, tout ce qui est glycémie à jeun, postprandial, le HbA1c. Nous avons le schéma thérapeutique comme 2 MPH, 3 insulines rapides. D'accord. Pour simplifier la vie. Hein. Ça, c'est pour simplifier la vie. Hein. C'est pas, mais donc, c'est correct. Aïe. La fourchette glycémique avec la surveillance par cycle glycémique répété. Tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Je vous dis que l'apport calorique, il ne faut pas beaucoup restreindre. Ce n'est pas un grave. Et les ADO sont contre-indiqués. Comme une femme enceinte traitée par antidiabétiques oraux, glycophagosulfamide, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous allez me dire, il faut arrêter les ADO parce que c'est contre-indiqué. Il faut passer à l'insulinothérapie avec un schéma basal bolus
Et il faut surveiller la part des cycles glycémiques en vue d'avoir des objectifs suivants. 0,95, 1 gramme 20. Pour l'apport calorique, si elle est obèse, il faut baisser, mais pas beaucoup. C'est très suffisant. D'accord? Merci. Merci à vous. Donc, voilà, je vous souhaite bonne chance pour l'examen. Merci Ça ne beaucoup, sera pas docteur. difficile. Hein? Merci, docteur. Bonne chance. Merci à vous. Merci, docteur. Madame, bref, si c'est Merci, madame. الميل نتاعك باش si jamais عندنا question في l'endocrino نجمو نسألوك. Bien sûr, je vous donne tout de suite mon email parce que sinon après je vais oublier là. Alors, c'est mifmouna 2020 update 2020 @gmail.com. Voilà. Vous pouvez me poser des questions, non problème. Ah, il y a une faute. Hein. C'est O ici. Voilà. Voilà, c'est mon email. Hein. OK? Merci, madame. Aïsek. Merci à vous. Bonsoir. Bon courage. Merci, madame. Au revoir.